Il est l'heure de démarrer avec la conférence d'ouverture de Futur Numérique 2024 et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir nos deux conférenciers du jour. Je vous les présente, il s'agit de Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, directeur général du Conseil de l'innovation du Québec et président fondateur du conseil d'administration d'Axelis, la société de valorisation de la recherche publique au Québec. Et Luc Sirois sera accompagné également de Anne Nguyen, que vous voyez juste à droite, directrice IA au Conseil de l'innovation du Québec. Nos deux conférenciers et conférencières aujourd'hui vont nous parler de l'importance de l'intelligence artificielle au Québec. Yoshua Benjo nous a parlé vraiment beaucoup de la problématique en 8 minutes condensées comme ça. J'ai l'impression qu'il y a énormément de questions qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. On va en parler avec nos deux invités. On parlera également du rôle du Conseil de l'innovation du Québec et des avenues possibles pour tout chercheur ou chercheuse du domaine dans la province, comme vous par exemple dans la salle à tout hasard. La scène est à vous. Applaudissements pour nos deux invités, s'il vous plaît. Hop là. Je vous confie les micros. Bonjour, bonjour. Allez-y, la scène est à vous. Merci. Bonjour Thomas, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Anne. Bonjour Luc. Bonjour tout le monde, ça va bien? J'ai comme un surplus technologique. Je vais m'installer au lutrin. Moi. Bon. Allez-y, faites comme chez vous. T'as pas de lunettes de réalité augmentée encore? Non, il manque juste ça, là. Bonjour. Ben, ça fait plaisir de voir du vrai monde en vrai réel. Hein? C'est comme dans Teams, ils sont chacun dans leur siège, là, mais c'est comme en vrai cette fois-là. Mais on n'a pas les 3 petits points pour nous dire c'est quoi les noms et les rôles de chacun. Là. Donc, là, on va revivre notre mémoire là, puis répéter les noms. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi, Luc. Je pense que à notre arrivée, je pense qu'on a eu la même réaction, puis on n'est même pas arrivé en même temps. On est arrivé, puis on a dit « Wow, quel espace merveilleux pour parler d'innovation et d'IA ». Puis on avait vraiment hâte de vous voir vraiment en personne. Là. Donc, dis-moi, Luc, on est ici, on parle d'intelligence artificielle, Yoshua Benjo vient de nous parler. Nous, on fait équipe avec le conseil, mais je pense qu'on devrait commencer avec l'équipe du conseil. On voulait juste vous introduire justement... Qu'est-ce que c'est le Conseil de l'innovation? Pourquoi c'est en place? C'est vraiment parce qu'au Québec et dans les sociétés, l'innovation, on en parle, mais on ne la fait pas. C'est comme bien des choses. Hein? On se trouve bien bon, on fait de la recherche, on fait... Mais comment s'assurer que le fruit de vos travaux, ce que vous faites, se retrouve en société et change le monde. Puis ça, c'est souvent, on a des écueils en cours de route. Fait que dans notre équipe, chez nous, il y a des gens pour expliquer quelles sont les ressources disponibles aux entreprises, des gens pour expliquer qui vous êtes, pour vous trouver, savoir que Ivado existe, que ça peut travailler avec l'industrie, la société. L'importance des données aussi, Loïc, c'est notre chef du baromètre de l'innovation. Vous donnez vie aux données. Les données peuvent aussi faire évoluer la société. Parce qu'on voit dans quoi on est bon, on voit dans quelle direction on s'en va, on voit ce dans quoi on est fort et ce dans quoi on est faible. Les données, après, ça élimine tous les débats parce que c'est facile, elles parlent toutes seules. Et puis, on a tout un aspect d'innovation sociale. Vous savez, l'innovation parle de technologie aujourd'hui, mais les technologies peuvent avoir un impact social, mais aussi on peut faire de l'innovation sociale. On peut travailler ensemble à améliorer des situations dans des domaines de société, dans des domaines économiques, dans des domaines collectifs. Pensez à ce qu'on peut faire pour améliorer la santé. Il y a des technologies, mais comment changer les habitudes, comment changer les modes de vie, comment avoir des modes de vie sains. Pensez à la vie dans les municipalités, au transport des personnes âgées. Il y a beaucoup d'enjeux où l'innovation, des fois, c'est une technologie, des fois, c'est une nouvelle solution, mais c'est pour le bien de la collectivité. Alors, c'est ça le Conseil d'innovation. C'est sûr évidemment, on conseille le gouvernement sur comment changer les choses, comment changer les programmes, comment changer les politiques publiques, tout ce qui est la stratégie du Québec en innovation. On a travaillé avec le gouvernement, le ministre pour le décider. Et le dernier volet, c'est l'IA, et c'est là que toi, tu rentres en jeu. On a conseillé le gouvernement sur comment, à la réponse de Yoshua, en réponse à Yoshua, comment
et on va en parler aujourd'hui, faire les choses pour assurer que ce qui est fait soit fait pour qu'on puisse avoir confiance à l'IA, que ça puisse de nous protéger des dangers et nous faire bénéficier des avantages. Moi, j'ai le grand privilège d'occuper l'axe IA depuis quelques semaines déjà. Puis je vais vous présenter la grande équipe d'IA. Donc, on est deux à porter une très grande mission. Puis, lorsqu'on est deux à porter une grande mission de cette façon, c'est on travaille avec l'écosystème. Le Conseil de l'innovation prend l'intelligence artificielle comme un levier d'innovation économique, environnementale, culturelle et sociale. Et on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs, que ce soit économique, culturel aussi, avec Ivado, avec les MILA, avec les experts, pour faire avancer l'adoption de l'IA au Québec. L'IA, je pense qu'elle a été intégrée au Conseil il y a bientôt 1 an. Mais dis-moi, Luc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? Ben, je pense, Yoshua a été un des premiers à sonner l'alarme. Attention, notre création peut prendre le contrôle. Attention, la désinformation, l'impact sur la société, l'impact sur le travail peuvent aller bien au-delà de ce qu'on n'avait jamais soupçonné. Il a essayé de nous faire peur et je pense qu'il a réussi. Parce que, heureusement, chez nous, au Québec, cette réflexion-là, elle était déjà entamée depuis longtemps. C'est pas comme si on était pris par surprise et que les impacts sociétaux de l'IA n'étaient pas explorés par l'Obvia, par beaucoup d'entre vous ici qui avaient déjà commencé des travaux là-dessus. Est-ce qu'il y en a ici qui avaient déjà commencé des travaux sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle ou de vos travaux? Is there anybody here that had already done some work on the societal impact of the AI technology of your research? 1, 2, 3. C'est super. 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est pas pire. Donc, les autres, on va pouvoir vous encourager à regarder ces questions-là aujourd'hui. Et le gouvernement, en réaction avec l'émergence des grands modèles de langage, la crainte par rapport aux impacts sur la société, a donné au Conseil le mandat de dire qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour se protéger, pour encadrer. C'est un peu la question qui était lancée. Puis pour encadrer, pour s'assurer que tous les pans de la réflexion étaient pris en compte, il y a 6 thématiques qui ont été mises en place durant ces derniers mois. Donc, on parlait de la gouvernance de l'IA, on parlait aussi de tout le volet investissement, recherche et développement. Comment utiliser l'IA au service de l'État? C'est quoi l'impact qu'il va avoir sur les milieux de travail? C'est quoi l'impact aussi sur la société? Donc, Luc a bien posé la question. Puis, c'est quoi le rôle du Québec au niveau international? Si on regarde ici dans la salle, on comprend avec le bilinguisme de la journée qu'il y a des étudiants de l'international. Donc, c'était vraiment important d'adresser l'IA au-delà de nos frontières à nous. Puis, au moment où est-ce qu'on a lancé la réflexion collective, le Québec était quand même situé 7e au monde sur l'index IA. Donc là, on regarde le mandat, on regarde les différentes thématiques, mais c'est sûr que lorsque le conseil, l'innovateur en chef reçoit un mandat de cette façon, je suis certaine que tu ne l'as pas adressé de la façon la plus conventionnelle. Oui. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui sont des experts sur comment encadrer l'IA et assurer son développement responsable? Est-ce qu'il y a des experts là-dedans, ici? Là, j'entends les criquets voler. Il n'y en a pas d'experts là-dedans. On fait face comme humanité à une nouvelle frontière, c'est de l'inconnu. Il n'y a personne qui a de l'expérience sur comment encadrer une intelligence artificielle qui pourrait prendre les contrôles de la société. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont des experts sur différents aspects de la société, des gens qui sont en charge de différentes institutions, du côté des professions, du côté des syndicats, du côté du travail, des experts académiques qui regardent ces questions d'éthique, d'impacts sociétaux, de culture,
des experts qui ont amené, comme toi, hein, tu en as fait partie, des experts qui amènent l'intelligence artificielle dans la santé, comment on gère la santé. Donc, on a fait appel à... Puis ça, c'est la façon Québec de faire les choses. De faire les choses en gang, de se dire, OK, on n'a pas la réponse, mais on va amener des gens. Ça, c'est comme moi, dans ma vie passée, on organisait des hackathons. Personne n'avait la réponse, mais en gang, on trouvait quelque chose de bon à faire. Mais là, c'est une grande, grande question face à l'humanité. On a amené une quinzaine de grands leaders pour réfléchir avec nous. Mais on est allé plus loin. Alors, je te repasse la POC. Les 15 co-responsables on cherchait en eux des grandes valeurs de leadership, de mobilisation, parce qu'à travers ces co-responsables-là, ont été attachés 250 experts. Des spécialistes en intelligence artificielle, des spécialistes aussi en gouvernance, en relations publiques, des citoyens aussi. Donc, ces 250 experts plus 15 co-responsables, Luc, je pense que c'était pas suffisant pour faire ça à la québécoise, comme tu dis. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? Bien, étant donné que la meilleure approche d'innovation, c'est de demander aux usagers qu'est-ce que leurs opinions, leurs réactions. Bien, ça a été d'inclure le public, d'inclure toute personne qui pouvait avoir et leur demander, d'après vous, les enjeux, les inquiétudes, les dangers, les opportunités, quelles sont-elles? Quelles sont-ils? Mais aussi, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire d'après vous? Et là, d'entendre l'ensemble des... Il nous reste 5 minutes, Anne. Il nous reste déjà 5 minutes. Ça va être tellement complet, vous n'aurez même pas de questions, donc on pourra gruger là-dessus. Donc, d'inclure les citoyens, parce que si on ne peut pas faire une démarche pour dire comment est-ce que, comme société, on veut intégrer l'IA, on veut encadrer l'IA sans s'assurer que les citoyens fassent partie de la réflexion. Donc, après toute cette consultation-là, on est arrivé avec le rapport Prêt pour l'IA qui a été lancé au mois de février. Prêt pour l'IA, c'est quand même 12 recommandations prioritaires, 25 recommandations complémentaires qui sont divisées sur plusieurs axes différents. Donc, comment encadrer l'IA, comment anticiper, comment attends, je vais t'arrêter. Là, on se précipite pour faire plaisir à monsieur là, qui nous surveille. Mais on est allé plus loin. La question, c'était comment encadrer l'IA. Mais on est allé beaucoup plus loin en se disant, il y a encadrer, mais il y a se préparer. Il y a des choses qu'on doit faire pour se protéger, des lois, des règlements, des cadres et tout ça, mais il y a des choses qu'on doit faire. C'est comme la cybersécurité. Oui, on peut mettre des lois contre les criminels cybersécures, mais il faut quand même installer son antivirus et son anti-spam. On a aussi une responsabilité. Donc, du côté de la préparation, J'adore présenter avec Luc parce qu'il me prend toujours par surprise. Moi, je suis très sage dans la vie. Je vois Luc avec son côté un peu rebelle. Mais oui, effectivement, Luc, tu as bien raison. On a 5 axes différents qui vont nous préparer pour le futur. Donc, je vais y aller quand même de façon rapide, mais structurée pour vous dire qu'au niveau de l'encadrement, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment y aller avec une gouvernance propre au Québec. On a beaucoup parlé de transparence parce que de plus en plus, l'intelligence artificielle va être exposée aux citoyens et pour gagner la confiance des citoyens, il est important qu'on soit capable d'expliquer qu'est-ce qui régit les algorithmes. Lorsqu'on a parlé de cet axe, dis-moi, Luc, qu'est-ce que tu as retenu le plus au niveau de l'encadrement? Puis, 2 recommandations principales. Au Québec, on doit établir une loi cadre qui définit c'est quoi les principes importants pour les Québécois et les Québécoises. C'est quoi les balises? C'est quoi les principes directeurs? Ensuite, vous serez capable, les régulateurs, les autres ministères pourront prendre les décisions en conséquence. Vous allez dire, Monsieur Sirois, c'est bien évident, on veut favoriser la protection des données personnelles et confidentielles, on veut assurer de la transparence sur l'usage de l'IA. Monsieur Sirois, c'est bien évident. Oui, c'est peut-être bien évident, mais c'est pas écrit nulle part. Donc, on doit s'assurer que ces principes-là soient bien structurés, puis d'avoir une organisation pour faire le suivi.
On voulait aussi mettre en place tout le volet anticiper les changements induits par l'intelligence artificielle pour s'assurer que la société s'adapte bien à ces changements-là. Donc, on parle, oui, de tous les bénéfices de l'intelligence artificielle. Ça l'aide à la productivité. Il y a toute la promesse des meilleures conditions de travail, mais il faut faire attention aussi pour faire les pas dans les bonnes directions, pour pas dévaluer aussi des emplois qui sont propres à notre société et faire attention aussi qu'il y ait toutes les notions de requalification de ces main-d'œuvre-là, qu'avec l'intelligence artificielle, peut-être vont voir leurs tâches changer. Donc, on parle aussi au niveau culturel, par exemple, comment faire en sorte que la culture québécoise soit toujours mise de l'avant dans notre société, une belle découvrabilité de nos contenus. Puis, parler aussi du volet des droits d'auteur, parce qu'on parle souvent des milieux de travail qui vont changer, et un des milieux qui va vraiment changer rapidement, c'est au niveau culturel, où est-ce que les contenus vont être traduits, vont être produits de façon vraiment différente. Luc, je sais qu'au niveau culturel, toi, tu y accordes une très grande importance, et il y a des éléments dans cet axe-là qui t'a marqué aussi, là. En fait, là, c'est là le temps de sortir vos petits carnets de notes, puis je vais vous poser 2 questions que je vais vous encourager à garder à l'esprit comme takeaway. Bonjour. Dans vos travaux, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça pourrait impacter dans le marché du travail, sur les professions? 2, ce que vous faites, comment ça va avoir un impact sur la culture, les arts, les artistes? Et 3, comment s'assurer que ça soit positif et non négatif? Positif et non négatif. Moi, j'ai pu parler à une personne qui a un super beau nom. Son nom est Anne. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle m'a dit, enfin, on sent que elle étudie en droit. Puis lorsqu'elle a vu le dévoilement du rapport, elle a dit, je sens vraiment que en sciences humaines, on a une belle place dans toute cette réflexion-là. Donc, tes questions... Moi, je le dis, c'est la revanche des sciences humaines. Dans un monde de technologie, plus que jamais, les sciences humaines, le droit, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, l'économie, et oui, encore une fois, le droit, sont des vecteurs qui nous aident à comprendre ce qu'on est en train de bâtir, et on encourage les travaux ensemble. Il y avait l'axe aussi de former la nation. Former la nation, c'est des mots très, très forts. Comment on fait pour former une nation pour qu'elle soit prête à adopter l'intelligence artificielle? D'un côté, on veut donner du pouvoir. Le pouvoir, c'est à travers des connaissances. Donc, comment faire pour que les citoyens, les travailleurs aient les connaissances requises pour ingérer tous les nouveaux volets qui viennent avec l'intelligence artificielle? Il y a quand même beaucoup aussi de notions techniques qui sont propres au 21e siècle. Moi, je pense à mes beaux-parents, que pour eux, l'intelligence artificielle, c'est un autre monde complet. Aussi, comment faire pour augmenter la littératie numérique et la littératie en intelligence artificielle? Donc, d'un côté, on a le pouvoir à travers les connaissances des citoyens et des travailleurs. Un autre côté, c'est quand même se préparer de façon technique. Comment avoir des experts comme vous pour le futur, pour vous impliquer, puis que vous soyez partie prenante dans toute cette implantation puis ingestion de cette nouvelle technologie. Puis, je pense que le dernier, train the trainer, former des formateurs, Luc, celui-là, à chaque fois que Luc le voit, on voit que ça pétille dans ses yeux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de celui-là? On a des gens comme Thomas ici qui sont des ambassadeurs, des éducateurs. Vous pouvez, devenir des gens qui vont être des formateurs. Réalisez, là, que la technologie évolue plus vite que notre capacité de suivre. Ça accélère. La littératie numérique, de maîtriser les outils numériques pour les professionnels, pour les citoyens, c'est facile pour les plus jeunes, c'est pas le cas pour d'autres. Et ça, le gap s'amplifie. Donc, vous avez l'opportunité de non seulement créer la technologie, mais de l'enseigner, de faire en sorte qu'elle soit comprise et aussi utilisée de façon responsable. Promouvoir la recherche et
le développement. Et on était tellement heureux de présenter cet axe aujourd'hui devant vous parce que je pense qu'on est au cœur même de cette promotion-là. Ben oui. Donc, on veut préserver les connaissances en intelligence artificielle. On veut investir, oui, en technologie, mais aussi les sciences humaines. Comment conjuguer les deux ensemble? Je pense qu'en technologie, je pense que c'est la première fois qu'il y a un raz-de-marée comme ça de sciences humaines qui dit « Hey, soyez vigilants, nous aussi, on pourrait vous aider à faire en sorte qu'il y ait une meilleure adoption. » Il y a des impacts sociétaux. Luc t'a posé la question, mais au niveau de la recherche et maintenant au niveau des infrastructures. Là, ça va parler au cœur des grands ingénieurs de dire « Hey, oui, c'est vraiment bien qu'on fasse l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on a l'infrastructure nécessaire? » Puis je pense, quelle belle place qu'au Québec, avec notre environnement, avec Hydro-Québec, avec notre puissance, de faire en sorte qu'on augmente notre puissance de calcul pour le futur. Et au niveau de l'accessibilité de la donnée, ça aussi, je pense que ça va parler à plusieurs parce que quand on fait de la recherche, tout ce qu'on veut, c'est accéder à la donnée. Accéder à la donnée, puis ça, c'est comme une longue, longue marche parfois. Et dans les recommandations, on veut aussi créer cette accessibilité au niveau culturel, au niveau des bases de données qu'on veut créer, Luc. Parce que les grands modèles de langage ne peuvent pas juste être alimentés de culture américaine. Ne peuvent pas juste être alimentés des discussions sur Twitter et Twitch. C'est important d'avoir, chaque nation doit avoir, pour représenter sa diversité culturelle, doit avoir sa culture qui alimente les grands modèles de langage. Moi, je vous lance un autre défi. C'est justement ici, je vais leur poser une question. Combien ici, qui d'entre vous ici travaille ou a travaillé sur le développement de solutions technologiques là, qui utilisent l'IA? Super. C'est vraiment la grande majorité. Et combien d'entre vous, dans votre équipe, ont des chercheurs en sciences humaines, sciences sociales, avec vous dans l'équipe? On en a quelques-uns. C'est ça l'opportunité. Ce qu'on propose, c'est de dire, plus que jamais, d'avoir une solution technologique. Le chercheur, la chercheure peut travailler avec un chercheur de sciences humaines, de sciences sociales, pour ensemble arriver à développer quelque chose de mieux et qui va aussi prendre en compte dès le départ l'importance de le faire de façon responsable, d'intégrer dès le départ responsibility by design. Puis moi, je vous dirais confiance par design. On veut s'assurer que ce que vous développez soit utilisé et que les utilisateurs puissent avoir confiance que votre solution va respecter l'ensemble des principes là, de vie privée, de transparence, d'équité, d'alimentation juste et équitable. On va faire tous ces travaux-là, Luc, puis je pense qu'on marche avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de courage, mais beaucoup d'ambition aussi. Donc, c'était important pour nous d'arriver avec l'ambition de positionner le Québec. Là, je ris parce qu'on essaie d'être rebelle, puis je pense qu'il y avait un lâcher-prise sur les minutes qui nous restaient, mais là, je pense qu'il y a eu un petit signal. Donc, Luc, avec positionner le Québec comme leader, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Bien là, c'est là que vous avez l'opportunité vous-même d'être des ambassadeurs, ambassadrices de ce qui s'est fait ici, à Ivado, dans vos travaux, dans vos milieux académiques, avec vos professeurs, chercheurs, avec l'industrie. Votre rayonnement va contribuer au rayonnement de la nation, mais votre rayonnement, pas juste sur la solution, mais sur votre capacité à développer des solutions de confiance, à le faire en prenant, dès le départ, en compte les principes éthiques et de montrer au monde comment on peut y arriver. C'est le défi qu'on vous lance. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci.